Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse. Nous commencerons donc comme d'habitude avec un point sur les actualités du ministère des Armées. Nous poursuivrons ensuite avec le focus thématique qui sera consacré à la nouvelle école des apprentis de la marine qui effectue sa première rentrée. Le capitaine de frégate Bertrand Goury du bureau école et formation de la direction du personnel de la marine nous exposera les objectifs et les besoins liés à la création d'un nouveau cursus dédié au métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Puis le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Et enfin, le général de division Christophe Insi, avec nous en visioconférence depuis Bagdad, présentera la NATO Mission Iraq qu'il commande depuis mai. Il nous expliquera les enjeux de cette mission de conseil au service des institutions et des forces de sécurité irakiennes dans le maintien de la stabilité de la région. Je débute avec les actualités du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu. Cet après-midi, le ministre participera à l'inauguration du supercalculateur Asgard, dédié à l'intelligence artificielle, qui est installé à Suresnes. Classifié, ce supercalculateur permet de traiter souverainement des données confidentielles pour le besoin des armées. Toujours à Suresnes, la création du commissariat au numérique de défense CND sera consacrée par une cérémonie militaire suivie d'un discours du ministre. Le CND a pour vocation de regrouper dans une structure unique l'écosystème du numérique du ministère. Cette réorganisation permet de simplifier la gouvernance et d'accélérer la mutation numérique, de concentrer les moyens et d'être plus résilient. Sébastien Lecornu se rendra ensuite sur le site du radar Nostradamus en Eure-et-Loire. Ce radar de pointe est capable de détecter à la fois des objets très rapides ou très lents à plusieurs milliers de kilomètres, comme des missiles hyper véloces ou des ballons stratosphériques. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie consacrée à la très haute altitude THA qui vous avait été dévoilée en juin dernier. Je passe maintenant à l'agenda de la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Ce soir, la ministre inaugurera le 24e Salon des peintres de l'armée à l'Hôtel national des Invalides. Et demain, elle assistera à la cérémonie militaire de commémoration de la victoire de la bataille de Chesapeake au Palais du Luxembourg en présence du chef d'état-major de la Marine nationale et du président du Sénat. Cette semaine ouvre un nouveau chapitre pour le ministère des Armées. Le général Fabien Mandon a pris ses fonctions de chef d'état-major des armées le 1er septembre, succédant ainsi au général Thierry Burkhardt après 4 années de service à la tête des forces armées. Nous saluons l'arrivée du général Mandon et exprimons notre profonde gratitude au général Burkhardt pour son engagement et son commandement au service de la France et de ses armées. Sous le commandement du général Mandon, les armées françaises poursuivront leur mission essentielle: garantir la sécurité nationale, préserver la souveraineté nationale, soutenir la politique étrangère et diplomatique du pays, assurer la stabilité et la cohésion nationale dans un environnement géopolitique mondial incertain. Je passe maintenant aux actualités du ministère. À l'occasion de la rentrée, plongeons dans l'histoire avec le colloque franco-allemand qui se tiendra au mémorial du camp de concentration de Nattweiler-Struthof du 26 au 28 septembre. Il est co-organisé par l'ONACVG, par l'association allemande des lieux de mémoire du camp, le VGKN, et par le ministère des Armées. Intitulé « L'art dans le complexe concentrationnaire de Nattweiler », le colloque cherche à retranscrire comment l'art peut servir de résistance et incarner la mémoire des survivants. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher du SGA. Je poursuis avec une autre actualité sous le signe de l'engagement. Ce samedi, des jeunes hommes et femmes, majoritairement issus de cursus universitaires civils, signeront leur contrat d'engagement en tant qu'officiers sous contrat de l'armée de terre. La cérémonie se déroulera dans la cour d'honneur de l'école militaire de Paris pour marquer l'entrée officielle de ces jeunes dans le corps des officiers sous contrat. Elle sera présidée par la ministre déléguée Patricia Miralles, en présence du général d'armée Pierre Schill,
chef d'état-major de l'armée de terre, des familles et d'autorités militaires. Cette cérémonie scellera leur engagement avant une année de formation à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan, où ils apprendront leur métier en vue de leur future responsabilité en régiment. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l'armée de terre et plus largement de notre institution et leur adressons nos encouragements dans ce parcours exigeant au service de la nation. Du côté opérationnel, du 7 au 11 septembre, l'armée de terre participera à un exercice interallié dans les Ardennes. Ardennes 25 est un exercice d'ampleur qui mêlera des combats urbains, des franchissements de rivières, des assauts héliportés et des interventions face à des attaques chimiques simulées. Près de 500 militaires français et belges participeront à l'exercice. Ils seront issus du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières, du 4e bataillon du génie belge, du 152e régiment d'infanterie, du 2e régiment de dragons et du 3e régiment d'hélicoptères de combat. Cet exercice interallié illustre la coopération étroite entre la France et la Belgique et il permet aux unités engagées de s'entraîner dans des conditions réalistes au contact direct de la population. Pour le 3e régiment du génie, spécialiste de l'appui interarmes, il s'agit de mettre en œuvre ses savoir-faire en matière de franchissement, de mobilité, de contre-mobilité et de déminage, tout en renforçant l'interopérabilité avec ses partenaires belges. Je poursuis avec la 4e édition du stage Sirène 25 de la Marine nationale du 1er septembre au 14 octobre. Le stage Sirène est une formation développée conjointement par l'architecture de Yaoundé et la Marine nationale. Combinant théorie et pratique, ce stage forme une quarantaine d'officiers par an dans les domaines de la sécurité maritime et de l'action de l'État en mer. Le golfe de Guinée est confronté à de nombreuses menaces, la pêche illégale, la piraterie, le narcotrafic, la pollution. Et dans ce contexte, le stage consolide un réseau d'acteurs expérimentés et engagés au profit de l'amélioration de la sécurité et de la sûreté maritime dans la région. La phase théorique à terre se déroule au pôle École Méditerranée dans le Var, puis dans le golfe de Guinée pour la phase pratique embarquée à bord d'un porte-hélicoptère amphibie. Au total, ce sont 39 cadres de 21 nationalités différentes qui participeront à l'édition 2025 pendant près de 150 heures de formation dispensées par plus de 20 organismes français et internationaux. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, le détachement Air 928 célèbre les 60 ans du radar Bretagne le 25 septembre. Implanté depuis 1965 à l'Opérette dans le Finistère, ce site constitue un maillon essentiel de la surveillance et de la sécurité aérienne du nord-ouest de la France. Véritable pilier du dispositif de défense aérienne, il contribue à la posture permanente de sûreté aérienne française, assurant sécurité et fluidité du trafic. À l'occasion de cet anniversaire, le détachement Air 928 deviendra une base aérienne, la première en Bretagne. Passons à une actualité consacrée à l'espace. Les acteurs du spatial se réuniront en septembre à l'occasion de 2 événements. D'abord à Toulouse pour le Space Forum, puis à Paris pour le Space Defense and Security Summit. La France y sera représentée par le nouveau commandement de l'espace, le général de division aérienne Vincent Chusseau. Lors du Space Defense and Security Summit, il participera à une table ronde aux côtés de ses homologues italiens, américains, canadiens, allemands et espagnols. Les échanges porteront sur la mutation stratégique de l'espace qui s'opère en faisant un domaine opérationnel vital pour la souveraineté et la défense et la sécurité. Je conclus ces actualités avec la première édition française de l'International Air Reserve Symposium de l'OTAN. Cette première édition se tiendra sur la base aérienne 705 de Tours du 15 au 18 septembre. L'objectif de cette rencontre est de promouvoir les échanges d'expériences et d'informations entre les réserves des armées de l'air des différents pays membres de l'Alliance, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark. Au total, 39 participants sont attendus, majoritairement des officiers supérieurs. Ce symposium sera consacré aux enjeux opérationnels et à l'entraînement des réservistes et au programme des échanges, des ateliers de réflexion, des présentations des unités de l'armée de l'air et de l'espace et une immersion sur la base aérienne 123
d'Orléans. Ce symposium propose également des stages de haut niveau dédiés à la formation au commandement des sous-officiers et officiers de réserve. Et pour plus d'informations sur ces actualités, je vous invite à vous rapprocher du CIRPA Air et Espace. Ceci conclut la présentation des actualités. Avant de passer au focus thématique, avez-vous des questions en salle ou en audio? Alors, je passe au focus. Lundi, la nouvelle école des apprentis de la marine a ouvert ses portes dans le Var. Le chef d'état-major de la marine, l'amiral Nicolas Vaujour, avait annoncé la création de cette école lors de ses vœux aux marins à Toulon le 31 janvier dernier. Cette formation s'adresse aux lycéens à partir de 16 ans qui souhaitent s'engager dans la marine tout en suivant une formation diplômante. Réalisée sous statut militaire, cette formation mêle théorie et pratique. L'école des apprentis de la marine représente une belle opportunité pour les jeunes qui aspirent à accéder à une carrière riche, valorisante et pleine de sens. Je laisse maintenant la parole au capitaine de frégate Bertrand Gory du bureau École et Formation de la direction du personnel de la marine. C'est à vous. Merci Madame la déléguée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le capitaine de frégate Bertrand Gory. Je travaille au sein du bureau des écoles et de la formation de la direction du personnel de la marine. Et je suis plus particulièrement responsable des partenariats que nous développons avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est la rentrée, comme l'a souligné Madame la directrice, Madame la déléguée. Et je suis très heureux de l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette nouvelle école de formation initiale de la marine qui vient d'accueillir ses premiers élèves il y a quelques jours. Il s'agit donc de l'école des apprentis de la marine. C'est une école qui a été créée au sein du pôle école Méditerranée, qui se trouve à Saint-Mandrier. Ce pôle école est le plus gros pôle de formation de la marine, suivi par le centre d'instruction navale de Brest. L'école des apprentis de la marine est ce qu'on appelle en fait un établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire, au même titre que l'école des Mousses, que vous connaissez peut-être, l'école de l'enseignement technique de l'armée de l'air, qui se trouve à Saintes, ou l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre, qui se trouve à Bourges. C'est une école qui s'adresse à des jeunes Français dès l'âge de 16 ans et qui leur offre une formation diplômante, une expérience militaire, une immersion maritime. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la marine a-t-elle choisi de créer une telle école? En fait, cette école répond à un double besoin. D'une part, un besoin opérationnel, parce qu'on a constaté en fait que certaines spécialités que nous avions étaient sous tension en termes de gestion, notamment tout ce qui concerne les domaines de l'électricité, de l'électronique et de la cybersécurité. Et évidemment, nos bâtiments, nos navires sont de plus en plus connectés, de plus en plus automatisés. Donc nous avions besoin de former dès maintenant des marins qui étaient capables de maîtriser ces nouvelles technologies pour répondre aux objectifs opérationnels RH de la marine d'aujourd'hui, mais également de la marine de dans 10 ans, voire plus tard. Et également de répondre à un besoin de recrutement un peu plus précoce, parce qu'on s'est rendu compte que plus on recrutait tôt des jeunes, en fait, plus l'engagement de ces jeunes était solide et était plus long. Donc on s'est dit que c'était intéressant pour nous de capter des talents dès l'âge de 16 ans, de les former dans l'excellence et ensuite de les fidéliser. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'école des apprentis de la marine repose aujourd'hui sur une coopération étroite entre la marine nationale et l'éducation nationale. Le bac pro qui est ouvert aujourd'hui, le premier bac pro, c'était un bac pro MELEC, donc qui forme au métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Et concrètement, les élèves y préparent un bac professionnel qui est reconnu donc, par l'État, identique à celui qui préparerait dans un lycée civil. Les cours académiques sont assurés par des enseignants de l'éducation nationale. C'est-à-dire que la marine a contractualisé avec le groupement d'intérêt public de formation et d'insertion professionnelle de l'Académie de Nice, le GIP FIPAN, qui va nous fournir en fait des professeurs qui viendront enseigner des cours académiques à nos élèves directement dans notre école à Saint-Mandrier. Et bien évidemment, un encadrement militaire qui vient compléter ce dispositif, apportant de la discipline, de la rigueur et bien sûr tentant de développer l'esprit d'équipage au sein de cette promotion. C'est un partenariat qui répond concrètement à 3 attentes. La première attente, ça va être l'attente des jeunes. Les jeunes, l'objectif pour eux, c'est d'avoir un diplôme, d'avoir un métier et de leur proposer aussi un avenir dans la marine.
tout en répondant à leurs besoins d'aventure, à un besoin d'indépendance, et également en répondant à une recherche de sens et de valeur. La deuxième attente, c'est celle des parents, puisque souvent les parents ont besoin de s'assurer que leur enfant a un diplôme avant d'éventuellement rentrer dans l'armée. Et bien là, en fait, les parents auront la garantie que leur enfant obtiendra un diplôme reconnu, apprendra un métier d'avenir, dans un cadre structurant et valorisant, et à moindre frais. Je reviendrai par la suite sur les coûts de cette formation. Et bien évidemment, ça répond aussi aux attentes de la marine, puisque ça permet à la marine de disposer, après 2 années de formation, de jeunes gens qui vont être qualifiés, qui seront motivés et qui pourront être immergés et affectés rapidement sur nos unités de la marine, puisqu'ils auront à la fois découvert tout au cours de leur scolarité déjà un petit peu les matériels de la marine, ils auront travaillé sur des simulateurs qu'ils retrouveront ensuite sur leurs unités. Donc l'école des apprentis de la marine permet finalement d'une part de former grâce aux cours académiques, d'encadrer grâce aux instructeurs militaires et à cette structure militaire qui leur apporte une formation militaire initiale, et d'engager finalement via des périodes embarquées sur nos unités tout au long de la scolarité. Et j'aime reprendre les termes du proviseur du PEM, qui reprend souvent ces termes lorsqu'il est sur des salons envers les jeunes, pour leur expliquer très simplement qu'en juillet, vous avez le bac pro, et en septembre, vous êtes sur le bateau, pour vous vraiment expliquer cette rapidité d'être capable de switcher rapidement des études à une vie embarquée dès le mois de septembre ou dès l'automne qui suit l'obtention du diplôme. Cette formation a été possible aussi grâce au statut en fait, des élèves, puisque les élèves sont formés sous statut d'apprenti militaire. C'est un statut qui a été créé par décret le 2 décembre dernier, en 2024. Et il se distingue du statut d'apprenti civil, puisque les élèves ne font pas d'alternance réelle entre une entreprise et une scolarité dans un lycée. Ils sont vraiment, on va dire qu'ils sont plutôt apprentis dans le sens où ils apprennent leur métier de militaire. Et tout ça en restant dans un environnement militaire au sein du pôle école Méditerranée. Au cours de cette formation, les élèves qui la suivront recevront une solde mensuelle d'environ 330 €. Ils seront hébergés, nourris et habillés gratuitement. Ils bénéficieront également du tarif SNCF militaire et ils cumuleront déjà des droits à pension dès leur rentrée dans l'école. Concrètement, cette école se veut être en fait une formation qui est gratuite et rémunérée dans un cadre de vie structurant, et pour préparer concrètement à la future vie de marin de ces jeunes élèves. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Leur parcours de carrière, à l'issue de leur diplôme, les jeunes deviennent donc des officiers mariniers et signent un contrat d'engagement avec la marine pour 9 ans. Et malheureusement, ceux qui n'obtiendraient pas le niveau requis ou qui n'obtiendraient finalement pas leur diplôme, la marine leur proposera quand même de rester dans la marine et de s'engager plutôt comme quartier-maître de la flotte, en signant un contrat plutôt de 4 ans, un peu plus court, mais qui nous permettra également de répondre à des besoins opérationnels en termes d'équipage. Donc, vous l'avez compris, l'élève en fait reste tout de même libre. Il n'y a pas d'obligation réelle d'engagement suite à cette formation. Et c'est donc plutôt une formation tremplin qui permet à la marine d'engager des jeunes assez tôt et de répondre à un besoin de valeur et de recherche de sens pour ces jeunes, mais non pas une contrainte vraiment d'engagement très tôt pour plusieurs années. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, à qui s'adresse cette formation et quelles sont les conditions de recrutement ? On cible en fait des élèves qui ont validé une seconde générale ou une seconde professionnelle dans des filières industrielles sur les métiers de la transition numérique et des métiers de la transition énergétique. L'âge, eh bien, les élèves doivent avoir entre 16 ans ou 18 ans au 1er septembre de l'année d'entrée dans l'école. Évidemment, ce sont des élèves de nationalité française. Et ensuite, ils doivent disposer des mêmes aptitudes que tout militaire, c'est-à-dire, en tout cas pour un marin, savoir nager et avoir des aptitudes physiques et médicales validées par des médecins militaires. Pour les mineurs, ils doivent évidemment avoir un accord parental. Et ce qui nous importe réellement, c'est évidemment un critère important, c'est la motivation des élèves. C'est pourquoi on demande à ce que chaque élève en fait passe dans un filtre de recrutement classique via un CIRFA. Donc il doit être accueilli en CIRFA, déposer un dossier en CIRFA.
on étudie à la fois sa motivation, son profil psychologique et également ses résultats académiques pour ensuite pouvoir lui permettre d'intégrer l'école. Diapo suivante. Alors aujourd'hui, au moment où on parle, on a ouvert la première promotion, je vous le disais en début de présentation, un bac pro MELEC, donc sur les métiers de l'électricité, parce qu'on a constaté que c'était pour nous une difficulté, une tension, ce type de métier. C'est d'ailleurs une tension également dans le civil, hein, pas que dans les armées. Et aujourd'hui, donc, on a une dizaine d'élèves qui ont intégré l'école. Et notre ambition pour l'année prochaine, c'est de maintenir donc cette école, de l'augmenter en fait à 28. On ouvrira 28 places l'an prochain sur ce même type de bac pro. Et également d'ouvrir, comme vous le voyez, un autre bac pro, un bac pro Ciel. Donc Ciel, c'est tout ce qui concerne la cybersécurité, les réseaux et l'électronique. Et en espérant accueillir également 28 élèves en bac pro à partir de 2026, donc en septembre 2026, sur cette autre classe de bac pro Ciel. Donc concrètement, pour nous, l'école des apprentis de la marine, c'est une structure qui va nous permettre, si on le souhaite, de pouvoir monter en puissance également en termes d'effectifs, mais également en termes de spécialité, en fonction des besoins qui pourraient émerger dans le futur. Pourquoi pas décider de former peut-être des cuisiniers par la suite ou des maîtres d'hôtel, puisque ce sont également des spécialités qui sont importantes pour nous et qui sont parfois en tension. Donc l'idée étant toujours de pouvoir répondre aux besoins opérationnels de la flotte. En conclusion, vous l'aurez compris, l'école des apprentis de la marine veut viser l'excellence de la voie professionnelle pour offrir en fait à des jeunes qui viennent de tout horizon géographique ou même de tout niveau social, la possibilité d'une formation gratuite et rémunérée, d'études encadrées donc au sein du PEM, d'un diplôme qui est reconnu par l'État et d'une immersion dans la marine nationale afin de pouvoir avoir une évolution plus rapide dans l'institution. Elle vient d'ailleurs compléter une offre plus large que nous avons en termes de partenariat. Ce n'est pas la seule offre que nous avons en termes de partenariat avec l'éducation nationale. Et cette école, grâce à cette école, la marine finalement répond aux objectifs opérationnels RH de la marine nationale aujourd'hui, mais également dans l'avenir, comme je vous le disais en introduction, en investissant sur la jeunesse et en contribuant au renforcement de la cohésion nationale. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions. Commandant, bonjour, Christophe Vignon pour Airfan et Défense Expert. 3 petites questions, parce que je travaille aussi dans l'éducation nationale, donc ça m'intéresse doublement. Première question, est-ce que vous avez une ventilation entre les filles et les garçons qui peuvent intégrer donc, cette formation? Deuxième petite question, quelle publicité vous comptez faire à la fois auprès des parents et auprès donc, de mes collègues professeurs? Et troisième petite question, est-ce que vous avez peut-être une crainte du fait qu'une fois qu'ils auront leur diplôme, certains peut-être se disent c'est bien, j'étais vraiment très bien formé, bravo, merci, mais par contre, je vais peut-être aller dans le privé où c'est peut-être mieux rémunéré. Merci à vous. Merci pour ces questions. Sur la partie ventilation, il n'y a pas de quota ou quoi que ce soit. En fait, ça dépend vraiment des profils que nous avons. Je vous dirais une bêtise si je vous donnais le chiffre exact sur la promotion actuelle, mais je sais qu'on a quelques filles qui ont intégré cette année. Et parfois, elles sont parfois plus motivées que les garçons, d'ailleurs, en termes de motivation. Sur la publicité, c'est une question intéressante. On a essayé vraiment de communiquer. Alors ça, c'est pas dans mon domaine précisément, c'est plutôt le service de recrutement de la marine. Mais on a déjà ciblé l'ensemble le travail de marketing sur les réseaux sociaux, etc. pour cibler les jeunes. Et vous faisiez référence aux parents, et c'est un point important parce que on pense aussi que cette formation, elle s'adresse effectivement aux parents, comme je vous l'ai dit dans la présentation. Parce que souvent, vous êtes parents comme moi probablement, on a envie que nos enfants aient un diplôme avant de rentrer dans la vie active. Et là, c'est justement, on essaie de répondre aux parents en leur disant ne vous inquiétez pas, ils auront leur diplôme reconnu par l'État, mais ils sont déjà dans la vie active et ils sont déjà insérés. Et notamment, pour répondre aussi à la partie sur les professeurs et sur la DGESCO de manière plus générale, donc la Direction générale de l'enseignement scolaire, avec laquelle je suis en lien et je travaille régulièrement. J'ai pu rencontrer les différents chefs de bureau des lycées professionnels, des bureaux de formation, etc., des lycées généraux aussi. Et en fait, le message est très bien passé justement auprès d'eux. Donc je pense qu'on aura un appui de leur côté qui va nous permettre d'aller impacter aussi tous les conseillers en orientation dans les différents lycées professionnels. Donc ça, c'est un atout pour nous. Et effectivement, et également le GIP FIPAN, d'ailleurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, va communiquer aussi à son niveau en région PACA, mais pas que. Nous, l'objectif, c'est de recruter au niveau national. Hein. Mais donc, ouais, on est quand même bien aidé aussi par l'éducation nationale.
Et enfin, sur la crainte de voir les élèves partir, c'est un risque qui est possible. Je vous le disais, ils sont pas officiellement liés, ils ne sont pas officiellement engagés. En revanche, je dirais pour limiter ce risque, si toutefois ils décidaient de partir, ils devraient rembourser les soldes qui leur ont été offerts, uniquement les soldes. En revanche, je dirais qu'on mise vraiment sur l'excellence de la formation et sur le fait qu'au moment du recrutement, on recrute des jeunes qui sont motivés et je dirais que c'est pas sans vantardise, je pense qu'ils apprécieront la formation et ils n'auront pas envie de partir. Enfin, voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et justement, pouvez-vous préciser quel type d'infrastructure vous mettez à disposition de ces jeunes? Alors, en fait, ils auront accès, comme ils vont être insérés vraiment dans le pôle école Méditerranée, ils auront accès à l'ensemble des matériels, des simulateurs de dernière génération, en fait, que tous les marins qui sont déjà affectés sur des unités utilisent pour se former sur nos bateaux. Donc, en fait, ils découvriront très peu ils auront pas vraiment de différence entre ce qu'ils auront vu en théorie à l'école, sur leur simulateur ou sur les différents systèmes. Quand ils arriveront sur les bateaux, ils auront les mêmes systèmes. Donc pour eux, c'est plutôt assez efficace, et pour nous également, parce qu'il n'y aura pas de surprise en fait une fois qu'ils seront sur leurs unités. Donc c'est attractif et convaincant. Tout à fait, c'est ce qu'on essaie de faire. Oui. Merci. D'autres questions? Pierre Julien, Aerospace et Patrimoine. Juste une petite question. Pourquoi ne pas être parti directement sur un bac pro ciel plutôt que sur un bac pro MELEC? Alors, je ne suis pas totalement à l'origine du choix, alors je ne peux pas vous répondre. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le besoin en formation ciel existe effectivement, enfin en cybersécurité. Et pour répondre en fait à ce besoin-là, on a préféré ouvrir sur Brest dès cette année un BTS ciel qui est en partenariat. Je vous parlais tout à l'heure en conclusion des différents partenariats que nous avons avec l'Éducation nationale. On a ouvert en fait au CIN Brest, en lien avec le lycée Vauban de Brest, un partenariat donc sur un BTS ciel où les élèves sont formés de manière académique au lycée de Vauban. En revanche, ils sont hébergés, nourris et instruits au CIN de Brest, et donc reçoivent une formation militaire initiale également, donc un peu sur le même principe, mais au niveau BTS plutôt qu'au niveau Bac Pro. Donc on répond quand même aux besoins opérationnels de la marine dès cette année. On accueille, de mémoire, c'est 24 élèves qui seront formés sur ce domaine spécifique de la cybersécurité. Mais effectivement, le choix du bac pro plutôt que en priorité plutôt que le ciel, plutôt que le MELEC, ça je ne saurais pas vous répondre. Bonjour, Pascal Saint, journaliste indépendant. Juste une question sur l'affectation des jeunes diplômés. C'est en fonction de leurs vœux, c'est en fonction de leur rang d'arrivée. Comment ça se passe comment un jeune se retrouve sur un sous-marin, sur un porte-avions, sur une frégate? C'est son choix à lui? Merci. Alors je répondrai en disant que c'est... Alors je ne sais pas clairement aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore travaillé là-dessus, sur comment se feront effectivement les affectations. Mais généralement, ce qui se fait dans la marine, c'est toujours en fonction des besoins de la marine et en fonction des volontés, des souhaits des jeunes. C'est vrai pour tout le monde, en fait, pour les officiers qui quittent l'école navale ou pour les mestranciers. Donc ça se fera probablement en fonction des places disponibles. Effectivement, on essaiera d'orienter si un jeune veut aller sur sous-marin, plutôt que d'aller sur un bâtiment de surface, on essaiera de l'aiguiller, d'autant qu'on a des besoins effectivement sur les sous-marins. Mais aujourd'hui, précisément, est-ce que c'est le classement de sortie qui fera ça? Est-ce que c'est uniquement le choix de l'élève ou les besoins de la marine? Je ne saurais pas vous répondre. Avez-vous d'autres questions? Juste, quel est le message que vous souhaiteriez faire passer aux jeunes qui nous écouteraient? Alors je leur ferai passer un message qu'on pourrait leur dire sur un salon. Je leur dirais que si vous êtes motivé pour rentrer dans la marine et que vos parents vous demandent d'abord de finir vos études, l'école des apprentis de la marine, c'est une bonne option pour répondre à la fois aux sollicitations de vos parents et à votre envie d'aventure et de découverte de la marine. Merci beaucoup, commandant. Si vous n'avez plus de questions, nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Vernet, porte-parole de l'état-major des armées.
Merci Madame la Directrice, bonjour à tous et à toutes. Ouvrons ce tour d'horizon des opérations par l'Europe, où la France maintient son engagement sur le flanc oriental de l'Alliance aux côtés de ses partenaires. On commence par l'Estonie, où cette semaine, le sous-groupement tactique interarmes français poursuit sa préparation opérationnelle par des entraînements au tir et au combat de tranchées dans le camp de Tapa. Par son action au sein de ce bataillon multinational sous égide britannique, la France contribue directement à la posture défensive de l'Alliance. On passe maintenant à la Roumanie, où le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a conduit cette semaine un exercice d'infanterie qui s'appelle Eagle Spearhead sur le camp de Cincu. De jour comme de nuit, cet entraînement force contre force a opposé a opposé l'infanterie espagnole à l'infanterie française qui était renforcée par un détachement interallié. Les contingents ont enchaîné des phases de combat offensives et défensives en terrain boisé comme en zone urbaine, en coordination avec la manœuvre des blindés. En favorisant la manœuvre interarmes dans des situations toujours plus exigeantes, ces exercices attestent de la volonté partagée des alliés de garantir une capacité de réaction robuste et crédible sur le flanc est de l'Europe. On passe maintenant à la Pologne, où la France, engagée depuis le lancement de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne EUMAM, contribue à renforcer les capacités des forces armées ukrainiennes au plus près de leurs besoins. Cette semaine a été marquée par la formation de plusieurs instructeurs aux techniques de combat d'infanterie et à l'emploi d'armes anti-chars. Par ailleurs, le module de formation des tireurs d'élite longue distance s'est conclu ces derniers jours. On se dirige maintenant vers la mer Baltique, où l'OTAN poursuit l'activité de vigilance maritime Baltic Sentry pour dissuader toute menace sur les infrastructures sous-marines et stratégiques. Partie prenante dans cette opération, les armées françaises engagent un chasseur de mines tripartite au sein du Task Group de guerre des mines de l'OTAN. Le bâtiment optimise également sa présence dans la zone en participant à l'exercice Northern Coast, conduit par la marine allemande. Cet exercice annuel rassemble une dizaine de bâtiments issus d'une trentaine de nations. Il vise à renforcer l'interopérabilité des forces navales alliées et partenaires et à garantir la sécurité maritime en Baltique. On passe à l'Atlantique Nord, où du 25 au 31 août, le bâtiment de soutien d'assistance métropolitain Garonne a poursuivi son déploiement dans l'environnement exigeant de l'Arctique. Durant son transit, ce bâtiment a réalisé plusieurs entraînements conjoints avec les marines alliées, notamment un exercice d'abordage avec un patrouilleur danois, ainsi qu'un exercice de secours à la mer coordonné par le Joint Rescue Coordination Center de Nuuk. Le BSAM poursuit son déploiement en direction de Reykjavik. On passe au Proche et au Moyen-Orient, où les armées françaises maintiennent un dispositif réactif et modulable pour contribuer à la sécurité régionale. Donc, en tant que puissance souveraine et riveraine de la Méditerranée, la France assure une présence navale et aérienne constante dans la région, notamment en Médor. Ainsi, une frégate française est actuellement déployée à proximité immédiate de la côte libanaise. Sa présence permet à la France de renforcer son appréciation autonome de situation tout en contribuant à la sécurité et à la stabilité de la région. Dans ce cadre, la frégate a réalisé des manœuvres à la mer conjointement avec la frégate allemande Brandenburg, qui est intégrée à la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Et donc au Liban, les 30 et 31 août, les soldats français de la FCR, la Force Commander Reserve, ont mené l'opération Kemel 3 en étroite collaboration avec les armées libanaises, les FAL. Donc, en mobilisant près de 200 militaires, cette mission a permis de conduire des actions de surveillance et de reconnaissance au plus près de la Blue Line. Au cours de l'opération, un lance-roquettes multiple et ses munitions ont été découverts, puis signalés aux FAL en vue d'être neutralisés. L'opération Kemel 3 s'inscrit directement dans le champ d'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, visant à protéger les civils et à garantir une stabilité durable au Liban. En parallèle, le détachement de partenariat militaire opérationnel, donc le PMO, a poursuivi les formations au profit des FAL, donc les forces armées libanaises. Cette semaine, les militaires français ont dispensé des entraînements au combat en zone urbaine, ainsi qu'au combat en véhicules blindés. Des instructions au sauvetage au combat, à la fouille opérationnelle et à la lutte contre les engins explosifs improvisés ont également été réalisées. Ces formations contribuent à la montée en puissance des FAL au profit de la sécurité au sud Liban. On passe en Irak, où les Rafales assurent la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone, depuis la base aérienne projetée au Levant.
Ces vols couvrent l'ensemble du spectre des missions aériennes, donc la défense, surveillance de l'espace aérien, la prise d'alerte pour appui aérien et enfin les reconnaissances aériennes au profit de la coalition. Maintenant, on passe aux Émirats arabes unis où la semaine a été marquée par l'exercice trilatéral Desert Night le 2 septembre aux côtés des partenaires émiriens et indiens. Les aéronefs des 3 armées ont effectué des manœuvres conjointes. Cet entraînement vient renforcer l'interopérabilité entre les armées participantes, renforçant ainsi leur capacité à garantir la sécurité régionale. En mer, une frégate française est toujours engagée dans l'opération de l'Union européenne Aspides. Appuyée par un avion de patrouille maritime Atlantique 2, ces unités conduisent des opérations de surveillance maritime au profit de la stabilité régionale. Ces différentes actions aéromaritimes témoignent de l'engagement des armées françaises en faveur de la sécurité maritime et la liberté de navigation de Suez à Ormuz. Enfin, dans la Corne de l'Afrique, la France s'engage aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense. Et du 24 au 31 août, les Mirage 2000-5 et les Mirage 2000D des FFDJ ont effectué 24 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de la défense de l'espace aérien et du territoire djiboutien et contribuent au maintien en conditions opérationnelles des pilotes. On continue dans la zone Afrique où les armées françaises poursuivent leurs activités opérationnelles à la demande des partenaires. Donc dans le golfe de Guinée, une frégate de la Marine nationale patrouille pour lutter contre les trafics illicites. Dans le cadre de l'opération Corimbe, son déploiement renforce la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé aux côtés des marines des pays riverains. Le 29 août 2025, la frégate est intervenue en haute mer sur un navire de pêche suspect. L'opération conduite a permis la saisie de près de 6 tonnes de cocaïne au large de l'Afrique de l'Ouest. Cette prise, dont la valeur marchande est estimée à 320 millions d'euros, porte maintenant à 45 tonnes les saisies de la Marine nationale en 2025. On passe au Gabon, où les militaires français du détachement de liaison interarmée poursuivent la formation des forces armées gabonaises au brevet de moniteur TIOR. Ce sont donc les techniques d'intervention opérationnelle rapprochées du combat corps à corps. En parallèle, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris mène une formation à la prise en charge des blessés et à la lutte contre le feu en espace clos au profit des pompiers gabonais. Ces actions de coopération répondent aux besoins exprimés par le partenaire et contribuent à sa montée en capacité opérationnelle. On passe en Indonésie maintenant, où les armées françaises s'engagent pour la sécurité et la stabilité régionale. En Indo-Pacifique. Et pas en Indonésie. En Nouvelle-Calédonie, du 1er au 11 septembre, l'exercice Brunet-Takamori 25 réunit plus de 120 militaires japonais des Japan Ground Self-Defense Forces pour 10 jours de manœuvres conjointes avec les militaires des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Axé sur l'interopérabilité et le partage des savoir-faire opérationnels, l'exercice Brunet-Takamori constitue un jalon majeur du partenariat stratégique franco-japonais. Les armées françaises et les forces japonaises d'autodéfense entretiennent un partenariat militaire depuis 2013. Cette coopération se structure autour d'une vision stratégique partagée et d'intérêt commun pour la stabilité de l'Indo-Pacifique. On passe à la zone Antilles-Guyane où en Martinique, les forces armées aux Antilles poursuivent leur partenariat militaire opérationnel au profit des forces armées de l'île de la Barbade. La semaine passée a été particulièrement marquée par un entraînement au combat en zone urbaine. Cette coopération bilatérale favorise un partage des savoir-faire et le renforcement des liens déjà établis entre les deux armées. Par ailleurs, en Guyane, la montée en puissance des hélicoptères Caracal se poursuit avec des qualifications à la descente en corde lisse qui sont réalisées de jour comme de nuit au profit des commandos et des équipages. De plus, les actions de lutte contre l'orpaillage illégal se poursuivent. Des patrouilles en forêt sont menées conjointement entre les forces armées en Guyane et les forces de sécurité intérieure depuis plusieurs postes avancés. Ces patrouilles réalisées dans le cadre de l'opération contre l'orpaillage illégal Harpie contribuent activement à la lutte contre les trafics illicites sur le territoire national. On termine avec l'Hexagone enfin, où les armées françaises ont participé à la sécurisation du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, le CFADS, au fort du Cap-Brun à Toulon. Le 29 août, un dispositif interarmé a été déployé sur terre, sur mer et dans les airs, mobilisant la force Sentinelle, des moyens navals et un dispositif aérien multicouche doté de capacités anti-drone. Cette posture de protection a assuré le bon déroulement de cet événement international en capitalisant sur l'expertise de sécurisation des grands événements éprouvés notamment lors des Jeux Olympiques de Paris de 2024. Et ceci conclut ma présentation. Je suis prêt à répondre à vos questions.
Oui, bonjour, Nicolas Marotte du Figaro. Quelques petites questions sur la formation des Ukrainiens. Est-ce que vous pourriez donner quelques chiffres sur le nombre de soldats formés depuis 6 mois? Est-ce que des objectifs sont fixés pour l'année qui vient en termes de formation? Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les besoins qui sont aujourd'hui exprimés par les Ukrainiens? Merci. Et dernière chose, combien de militaires français sont engagés comme instructeurs dans ces formations? Merci. Alors, d'abord, le nombre de militaires français engagés, il est essentiellement variable et il est en fonction du besoin exprimé, parce que effectivement, on cherche à coller au plus proche aux besoins qui sont exprimés par le partenaire ukrainien. Et donc, en fonction de ça, on adapte nos formations, c'est-à-dire qu'on va piocher dans nos forces et nos instructeurs pour pouvoir réaliser ces formations. Donc, je ne pourrais pas vous donner un chiffre précis, peut-être une moyenne, et on vous enverra ça par courrier. Pour ce qui est des besoins ukrainiens, ce sont des besoins qui sont aussi essentiellement variables. Alors, ils sont surtout liés pour nous à la formation au commandement. C'est là où on va apporter une véritable plus-value. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas là uniquement pour former des individus, mais c'est bien structurer toute une force avec une doctrine, une organisation, des règles d'emploi, un entraînement. Donc, c'est là où on va apporter notre plus-value. Et on s'adapte en permanence à la demande des Ukrainiens, parce que vous avez constaté comme moi, c'est une guerre qui évolue en permanence dans sa forme et dans l'emploi des matériels, avec énormément d'innovation. Le volume d'Ukrainiens formés, donc c'est un chiffre que je dois mettre à jour et on vous enverra ça. Je n'ai pas la valeur exacte sur moi. Ouais, on va rester un petit peu dans le domaine ukrainien. On se rend compte, tu le disais toi-même, d'ailleurs qu'on tire de plus en plus les leçons de ce conflit. En Estonie, donc là, on retrouve maintenant 14-18, les tranchées, et donc on s'entraîne et on entraîne nos forces et les forces alliées à combattre dans les tranchées. Pour les exercices en Roumanie, le Spirit, est-ce que on tient compte notamment de la menace des drones, puisque tu parlais tout à l'heure de chars engagés? Alors, bien entendu, on applique sur tout le flanc Est les mêmes tactiques, techniques et procédures. Donc, ça comprend bien entendu la guerre actuelle, guerre de combat de tranchées et l'utilisation des drones. C'est devenu un quotidien pour l'ensemble des forces armées c'est bien évidemment appliqué. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est pas uniquement de savoir lutter contre les drones, mais c'est de savoir coordonner son action. Coordonner l'action de différents acteurs, parfois de nationalités différentes, avec du matériel différent. Et c'est bien là où on doit apporter, nous, notre plus-value et notre différence. Bonjour, mon colonel Franck Alexandre, RFI. Nous, chroniqueurs défense, on croise de plus en plus de militaires français qui sont de retour de mission en Ukraine, qui ont fait des séjours en Ukraine. Est-ce qu'il est possible de savoir quel est le nombre de militaires français qui ont été amenés à s'y rendre? Alors, des militaires français en Ukraine, aujourd'hui, c'est essentiellement lié à la mission de défense. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui en Ukraine, en termes de la diplomatie, une mission militaire. Il y a un ambassadeur, et à côté de l'ambassadeur, il y a c'est une mission militaire, des conseillers, etc. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, donc nous allons changer de région. Depuis est passé donc au bonus dédié à la NATO Mission Iraq. Depuis octobre 2018, l'OTAN déploie en Irak une mission non combattante de conseil et de renforcement des capacités dans le respect de la souveraineté irakienne. La NATO Mission Iraq a pour but d'accompagner les institutions et les forces de sécurité irakiennes dans leur montée en puissance au profit de la stabilité du pays. Et en 2021, à la demande du gouvernement irakien, l'OTAN a augmenté les effectifs de cette mission et a étendu ses activités de formation et de conseil. En mai 2025, la France a pris le commandement de la mission, inscrivant son action dans la continuité de son engagement dans la région. Et la France, au sein de la NATO Mission Iraq, coordonne les efforts des pays membres dans une approche
globale de soutien à la souveraineté et à la stabilité de l'Irak. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au général Insi, en liaison depuis Bagdad. Général, merci beaucoup. C'est à vous. Oui, bonjour Madame la déléguée, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien et vous me voyez bien? Nous vous voyons très bien et nous vous entendons parfaitement. Voilà, excellent, très bien. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous depuis Bagdad pour vous présenter cette mission extrêmement intéressante et valorisante. Je vais m'appuyer pour présenter cette mission sur déjà un petit clip d'1 minute. In 2018, NATO launched an advisory and capacity building mission in Iraq. The objective of this non-combat mission is to strengthen Iraqi institutions and armed forces. All NATO activities in Iraq are at the request of the Iraqi government and carried out in full respect of Iraq's sovereignty and territorial integrity. Now, 5 years later, where do we stand? Our teams have been on site to give you better understanding of the work these men and women who advise, assist and train their Iraqi counterparts every day. NATO Mission Iraq is the direct result of the government of Iraq asking NATO to assist them to build their capacity, not only of their security institutions, but also their security forces. In that way, our advisors are helping the Ministry of Defense and the Ministry of Interior to have a lasting effect that can be sustained by the government of Iraq after this mission ceases. Je vais vous présenter en 4 diapos la synthèse de la mission de l'OTAN en Irak. Donc cette mission a été lancée en 2018 à la demande du gouvernement irakien et elle regroupe actuellement 28 pays. C'est une mission non combattante de conseil et de développement capacitaire au profit des forces de sécurité irakiennes au sein du ministère de la Défense initialement. En 2023, également à la demande du gouvernement irakien, l'OTAN a étendu le mandat de la mission et la mission a couvert le domaine du ministère de l'Intérieur et en particulier de sa composante police fédérale. L'objectif de la mission, il est globalement assez simple, c'est d'accroître la capacité des forces armées et des forces de sécurité irakiennes pour d'abord empêcher le retour de Daesh en Irak, combattre le terrorisme sous toutes ses formes et sécuriser le pays. L'objectif également à plus long terme est d'établir avec l'Irak un partenariat solide dans la durée, de façon à ce que l'Irak accède au statut de pays partenaire de l'OTAN. Diapo suivante. Diapo suivante. Merci. La mission de l'OTAN, géographiquement, est située au cœur de Bagdad, au sein de la zone internationale, dans le camp d'Union 3. Et nous sommes colocalisés avec d'autres entités. La première d'entre elles, c'est le centre des opérations irakien, qui gère l'ensemble des opérations sur l'Irak. Et nous avons également à nos côtés des éléments de l'état-major de l'opération Inherent Resolve, cette opération en coalition dirigée par les États-Unis pour aider le gouvernement irakien à vaincre Daesh. La zone d'opération de la mission de l'OTAN en Irak se situe à Bagdad et dans sa périphérie proche. Et nous sommes donc au contact des états-majors principaux irakiens ainsi que des écoles de formation irakiennes. L'OTAN n'est pas la seule organisation internationale à opérer à Bagdad. Donc nous avons OIR, j'en ai parlé, mais nous avons également la mission d'assistance de l'ONU qui terminera son mandat en fin d'année. Nous avons également la mission de conseil de l'Union européenne en Irak et nous avons également un certain nombre de nations qui conduisent des relations bilatérales. Donc nous évoluons dans cet environnement. Diapo suivante. La mission de l'OTAN que je commande est composée de conseillers militaires et civils organisés autour de 5 divisions principales et d'un état-major, donc Military HQ,
avec un général espagnol à sa tête qui commande 3 compagnies de force protection, une française avec un détachement polonais, une compagnie espagnole et une compagnie roumaine. Si je reviens sur la gauche de la diapo, j'ai 3 divisions principales qui sont commandées par un civil anglais qui a un rang de général, par un général turc et par un général allemand. Ces 3 premières divisions apportent expertise et bonnes pratiques en matière de réforme des structures de sécurité, de consolidation des institutions de défense irakiennes, ainsi qu'au niveau de la formation et de l'éducation des cadres irakiens. J'ai également une division de la communication stratégique et de la représentation, dont la mission principale est de connecter la mission de l'OTAN dans son environnement local, au niveau stratégique, au niveau politico-militaire, donc contact avec les conseillers du Premier ministre irakien, contact avec le conseiller à la sécurité nationale irakien, mais également les ambassadeurs des pays de l'OTAN qui sont ici à Bagdad et les institutions internationales présentes, ainsi que, bien évidemment, la chaîne de commandement de l'OTAN, et en particulier le siège de l'OTAN à Bruxelles. Et ma dernière division est un bureau qui regroupe des programmes spécialisés, dont l'objectif est de fournir des conseils pour la mise en œuvre de programmes particuliers qui sont développés au niveau de l'état-major de l'OTAN, comme par exemple renforcer l'intégrité, l'intégration des femmes, le droit international humanitaire ou la protection des civils. Toutes ces actions de conseil de NMI s'articulent autour de 28 objectifs de long terme construits conjointement avec les Irakiens et qui structurent vraiment notre mission de conseil. Alors, par exemple, je peux vous citer la gestion des ressources humaines au sein de l'armée irakienne, la digitalisation, la cybersécurité, l'interopérabilité avec l'OTAN, les notions de leadership pour les sous-officiers et les officiers irakiens, la logistique, la protection de civils, la gestion de crise, l'organisation des structures de commandement, le renseignement, l'assimilation. Voilà, donc autour d'un certain nombre de thèmes qui, en fait, encadrent notre action, nous conseillons les états-majors et les écoles irakiens. Dernière diapo, s'il vous plaît. Dans cette diapo, je vous livre quelques appréciations de situation après 3 mois de commandement. Ma première remarque, c'est que le niveau de confiance avec le gouvernement irakien et avec toutes les institutions avec lesquelles nous sommes en contact est remarquable. Et cette confiance, elle a été renforcée par le fait que pendant la guerre des 12 jours, en juin dernier, la mission ne s'est pas relocalisée ailleurs. Nous sommes restés à Bagdad, à Union 3, dans notre camp, et nous avons bien évidemment continué notre mission de conseil. Donc, au plus fort de la crise, nous sommes restés au contact des Irakiens et ils le mentionnent régulièrement. Ces relations de confiance, bien évidemment, je les perçois à la fois à travers mes Key Leader Engagement que j'ai quotidiennement, mais également par tous les retours que j'ai de mes nombreux conseillers qui, au contact de leurs homologues, me reflètent l'image positive de notre relation. Le deuxième point, c'est que ça peut paraître étrange quand on est à plusieurs milliers de kilomètres de Bagdad, mais il faut quand même souligner qu'ici à Bagdad, il y a un haut niveau de sécurité. Et ce haut niveau de sécurité facilite grandement ma mission et me permet un engagement optimal au contact des Irakiens. Ça me permet d'augmenter le contact au sein des états-majors et des écoles de formation irakiens, mais ça me permet également d'adapter mes modes d'action. Et les Irakiens, je dois le dire, sont très sensibles depuis mon arrivée, puisqu'ils me le mentionnent régulièrement, sur la façon dont nous agissons différemment, et c'est quelque chose qui les marque. Le troisième point, c'est que je pense que cette mission est un modèle de mission unique dans la région et que c'est clairement une success story. Ce modèle place l'OTAN dans une position, je pense, très favorable en bénéficiant pleinement aux Irakiens. Le point suivant,
mérite d'être souligné parce que je pense que NMI évolue dans un environnement sécurisé, comme je l'ai dit, qui lui permet de travailler pleinement et d'atteindre ses objectifs au contact des Irakiens. Mais également, NMI est une mission qui s'autonomise, puisque nous vivons pleinement actuellement sur le camp d'Union 3 le dispositif d'adaptation, l'adaptation du dispositif de l'opération de la coalition, l'opération Inherent Resolve. Et la mission de NMI va reprendre dans quelques semaines, fin septembre, la gestion du camp d'Union 3, donc, que je prendrai sous mon commandement. Et le dernier point que je voulais souligner, c'était, bien évidemment, tout le monde l'a en tête, l'approche des élections législatives qui s'annoncent en Irak le 11 novembre prochain, qui, bien évidemment, en tant que commandeur d'une mission déployée sur le terrain, augmentera mon niveau de vigilance, à la fois pour ne pas être instrumentalisé, notamment dans le domaine des messages dans les médias sociaux, mais également avec un regard particulier pour garantir la sécurité de la mission dans ces périodes qui sont toujours un peu sensibles, dans ces périodes électorales qui sont toujours un peu sensibles. Mais je dois néanmoins souligner que lorsque j'aborde ce sujet avec mes homologues irakiens, leurs résultats, leurs retours sont extrêmement positifs. Ils m'assurent que la mission continuera à réaliser ses actions de conseil dans cette période préélectorale, mais également post-électorale, puisque les Irakiens savent très bien ce qu'ils doivent à la mission de l'OTAN et ne voient pas dans un avenir proche d'inquiétude dans nos relations. Donc, ce qui fait de moi un commandant de mission particulièrement, je dirais, épanoui et heureux dans cette période préélectorale, puisque je vais continuer avec mes conseillers à réaliser ma mission. Voilà, j'ai voulu brosser en quelques diapos et à terminer par mes perspectives, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Général, pour cette présentation. Place aux questions. Bonjour, mon général, Nicolas Barotte du Figaro, merci pour cette présentation. Une petite question sur les Américains, ils ne sont pas du tout partie prenante de la mission NMI, et est-ce que vous pouvez nous donner un mot aussi de vos relations avec les troupes américaines qui sont toujours présentes dans le pays? Merci. Alors, la première chose qu'il faut souligner, et parfois il y a une certaine confusion, c'est que NMI et OIR, l'opération Inherent Resolve, sont deux missions totalement différentes. Alors oui, on est en appui des Irakiens, mais nous sommes deux missions différentes. Au sein de NMI, j'ai un certain nombre d'Américains qui participent à la mission. D'ailleurs, mon adjoint est un général américain. Et j'ai un certain nombre de conseillers. En fait, peu de conseillers qui sont américains, mais j'ai pas mal d'Américains qui sont là sur la partie soutien, la partie transmission, pour rester connectés au système informatique et au système de transmission au niveau de l'OTAN. Nous sommes colocalisés, comme je l'ai dit, à Union 3 avec l'état-major d'OIR. En fait, on a d'extrêmement bonnes relations avec le commandant de la mission d'OIR, que je vois toutes les semaines dans un échange de point à point. Mais je dirais que si lui aussi a une mission de conseil, il est extrêmement connecté au niveau du centre des opérations de l'armée irakienne, qui est aussi sur Union 3. Alors que moi, je suis plus à l'extérieur d'Union 3, puisque je vais dans les états-majors du ministère de la Défense ou les états-majors d'armée irakiens ou les écoles de formation irakiennes. Donc, on est vraiment sur, je dirais, deux cibles et deux modes d'action totalement différents. Mais néanmoins, nos missions sont complémentaires, puisqu'on est là pour répondre à une demande du gouvernement irakien pour lutter contre Daesh. Pierre Julien, merci mon général de votre présentation. Juste une question. Parmi les divisions que vous nous avez présentées tout à l'heure, il n'y a pas de division renseignement. Vos renseignements, vous les obtenez comment? C'est grâce à l'OTAN, puisqu'on a bien compris que vous êtes totalement lié à eux. Mais où ce sont les autorités irakiennes parce que mission de conseil, forcément, pour donner des conseils, il faut avoir aussi, savoir un peu ce qui se passe autour de vous. Alors effectivement, j'ai dans mon état-major, comme dans tout état-major, j'ai une cellule qui est une cellule renseignement. Mais
la mission de NMI n'est pas une mission de renseignement. Si je cherche à acquérir du renseignement, c'est pour connaître, évaluer le risque dans ma zone d'intervention, ma zone de conseil, c'est-à-dire Bagdad et le Grand Bagdad, pour savoir si des menaces émergent et si je dois adapter ma façon de faire, mes modes d'action dans le conseil. Une de mes premières actions, lorsque je suis arrivé fin mai, a été de demander à mon bureau renseignement d'augmenter, d'étendre leur réseau. Mais uniquement dans le but de connaître la situation sécuritaire sur Bagdad de façon à adapter mes modes d'action. Donc, effectivement, mon bureau renseignement, qui était déjà connecté avec le bureau renseignement d'OIR, s'est connecté avec les officiers sécurité des ambassades, des principales ambassades présentes à Bagdad, s'est connecté avec l'officier sécurité de la mission de l'ONU, s'est connecté avec l'officier sécurité de la mission de l'Union européenne ici à Bagdad, mais c'est également connecté avec un certain nombre d'officiers sécurité ou de personnes en charge de la sécurité dans les grandes entreprises qui sont sur Bagdad. Le but étant de créer un réseau où tout le monde partage l'information pour avoir une bonne vision du risque et pouvoir adapter nos modes d'action. Donc maintenant, je peux considérer que toutes les décisions que je prends en termes d'adaptation de mes modes d'action sont éclairés par une analyse solide du risque sur Bagdad. Merci beaucoup, Général. Est-ce que nous avons encore une question? Pas de questions en audio, pas de questions en salle. Merci beaucoup pour votre présentation et pour vos réponses. Merci, colonel et commandant, pour vos interventions. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain point presse, jeudi à 11h. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine à toutes et à tous.